Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Bonsoir à tous chers amis et bienvenue dans les voix de l'environnement. Au programme ce soir, peut-on se passer de l'agriculture intensive ? Vous avez beaucoup entendu parler de cette ferme des 1000 vaches dans le sud-ouest qui a fini par fermer, c'était le 1er janvier dernier. Eh bien, un nouvel élevage fait polémique. Cette fois-ci, c'est dans le nord. Un élevage ou plutôt une batterie intensive qui abritera 117 600 poulets. Vous avez bien compris, 117 600 poulets sur 2800 mètres carrés en tout. Ça fait 21 poulets par mètre carré. Ça fait beaucoup. Un élevage qui a été autorisé par la préfecture du département du Nord, au grand désarroi d'ailleurs de l'élu, du maire de la commune de Steenwerk, où aura lieu l'implantation de cet élevage, et de beaucoup d'habitants. Est-ce qu'on peut se passer d'élevage aussi gigantique que celui-ci ? On en parle avec Henri Landès, comme tous les jeudis soirs dans les voies de l'environnement. Bonsoir à vous Henri. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, cofondateur et directeur de la fondation Landestini. Vous êtes vous-même dans la Haute-Loire où vous avez aussi des poules, mais alors pas 117 600, je précise, vous nous direz combien elles sont dans quelques instants. On est aussi en direct sur Sud Radio avec une vraie voix Sud Radio également, Véronique Lefloc. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes éleveuse, vous aussi, mais de vaches pour le coup, des vaches à lait et des vaches à viande. Vous êtes dans le Finistère, vous êtes par ailleurs vice-présidente de la coordination rurale. Première question pour vous, Henri Landès, pour qu'on arrive à se figurer à peu près les chiffres. Là, on parle d'un élevage énorme, effectivement, 117 600 poulets qui devraient s'implanter à Steenwerk dans le département du Nord. Est-ce que c'est la majorité, ce type d'installation est majoritaire en France ? Heureusement que non, il y a quand même une grande partie des élevages qui respectent un petit peu plus l'espace qui est nécessaire pour les animaux. Cela fait figure parce que justement on est dans un cas, si je puis dire, un peu extrême d'espace pour les animaux. En revanche, les poules en batterie et l'élevage intensif de volailles est quelque chose qui depuis plusieurs années fait alerte chez les associations environnementales mais aussi chez les consommateurs. Malgré le fait que nous consommons de plus en plus de viande de volaille, notamment en remplacement de viande bovine. Donc c'est quelque chose qui est très problématique. Nous avons sur Terre plus de 22 milliards de poulets qui existent, donc qui sont produits notamment pour la consommation. C'est bien plus que nombre d'humains et que toutes les autres espèces d'oiseaux sur la planète. C'est pour dire à quel point nous sommes dans une intensité de production de cet animal pour la consommation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une belle place pour la consommation autant d'œufs que de viande issue de volaille et d'élevage de volaille. C'est juste pourquoi est-ce que nous sommes dans un tel état de production intensive qui n'est pas possible pour l'animal ni pour nous. Non, ce n'est pas possible. C'est pas bon pour le bien-être des animaux. Ça ressemble c'est pas de l'élevage. C'est pas de l'élevage quand on a ces conditions-là. Il faut différencier l'élevage et l'industrie de l'animal. Mais justement, on va demander à une éleveuse, puisqu'on en a une avec nous. Heureusement, Véronique Lefloc, vous êtes plutôt dans les vaches. Il n'existe pas de ferme de 117 600 vaches. Ça ferait beaucoup. Bien qu'on ait déjà essayé de faire des fermes de 1000 vaches. Petite définition d'abord. Véronique, vous êtes agricultrice, je le rappelle, et vice-présidente de la coordination rurale. À partir de combien, alors prenons les poulets par exemple, de poulets on appelle un élevage intensif et pas extensif ? Quelle est la différence entre les deux ? Alors, pour définir un élevage intensif, quel que soit qu'il soit intensif ou pas, on a des normes de déclaration, d'autorisation, et pour être un dossier ICPE, donc dossier installation avec une autorisation, on rentre dans ce cas-là dès que l'on a plus de 50 poulets. Donc, quelle que soit ça la concerne surface. aujourd'hui, quelle que soit la surface, mais ça concerne aujourd'hui 38% des élevages de mémoire. Donc ça fait 38% des élevages, pas des poulets, on est bien d'accord. Non, des élevages. Ce qui veut dire que comme il y a beaucoup plus, des exploitations, comme il y a beaucoup plus dans ce type d'élevage de poulets, la grande majorité, on peut l'imaginer, des poulets produits en France pour le coup, sont issus de ce type d'élevage.
Tout à fait. C'est 1% des élevages qui fabriquent pratiquement les 3/4 de la viande, on va dire, issue de ces élevages hors sol. Alors peut-être une question toute bête pour commencer avec vous, Véronique, et ensuite Henri répondra. Henri, il a rappelé 22 milliards de poulets dans le monde. C'est beaucoup par rapport aux 7 milliards d'humains dans le monde. D'un autre côté, on a envie de se dire, il faut beaucoup plus que 22 milliards. Il faut beaucoup plus qu'un seul poulet pour nourrir un seul humain. Donc est-ce qu'il est vraiment réaliste d'imaginer une baisse de la production? Véronique. Alors, j'y vais. Ouais. Alors, justement, ça fait à peine un an que j'ai écrit à Macron, au nom de la coordination rurale, une lettre qui faisait 15 pages sur la souveraineté alimentaire. Et le secteur de la volaille est justement flagrant, puisque pour tout ce qui est volaille congelée entier, on est bénéficiaire, mais avec du poulet bas de gamme. Quand donc, vous dites qu'on est bénéficiaire, ça veut dire qu'on produit plus, ça veut dire qu'on en produit assez pour la France, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est que dans la balance, on exporte plus qu'on importe. On exporte 155 millions de tonnes et on gagne 123 millions d'euros. Donc voilà, c'est pas ça, très rentable, c'est pas cher payé. C'est pas rentable, c'est pas cher payé, mais ça c'est pour la souveraineté alimentaire. D'un autre côté, vous nous dites finalement on exporte davantage qu'on importe pour le coup. Vous nous dites aussi que la majorité des élevages de poulets en France sont des grands élevages intensifs. Et par ailleurs, l'actualité dont on parle, cette implantation dans le Nord, et bien justement, c'est des poulets qui vont être produits en France pour le coup. Donc à la limite, on a envie de se dire, retourner l'argument, pour la souveraineté alimentaire, il vaut mieux qu'on produise en France des usines à poulets si on est de mauvais esprit, Véronique. Alors, j'ai pas fini. Là, j'ai fait sur le congelé. Ensuite, on a tout ce qui est découpe de poulet. Et là, on est largement déficitaire, puisqu'on a un déficit de 230 000 tonnes, donc 2 fois plus que ce qu'on exporte. Et on a un grand trou commercial, puisqu'on perd près de 700 millions d'euros. Et j'avais donc calculé le nombre de poulaillers qu'il faudrait encore construire en France pour justement obtenir cette souveraineté alimentaire. Et il s'agissait de 300 grands poulaillers de 1800 mètres carrés. Alors ici, dans le Nord, il s'agit de poulaillers de 2800 mètres carrés, donc il en faudrait uniquement 200. Voilà. Mais si on est sur des élevages qui seraient 10 fois plus petits, on pourrait se contenter, on pourrait créer 2000 exploitations. Et c'est un peu le débat que devrait avoir la société, et même si justement ça l'est, c'est de plus en plus fréquent. Il y a toutes les contraintes qui vont avec, mais à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Et là où les Français doivent être conscients sur la production de volaille, pratiquement une volaille sur 2 consommée en France est importée, mais finalement, si on regarde le déficit, si on supprimait toute cette production de volaille congelée, qui est du poulet léger, congelé, qui part entier, qu'on essayait de convertir ces élevages en élevages vertueux avec des ouvertures comme ça commence à se faire. Justement, c'est faisable, mais il manquera encore les nombres de poulaillers que je vous ai dit. Mais on n'y arriverait pas encore. Henri Landès, du coup, où est le débat? Est-ce que c'est la manière d'élever les poulets, ou est-ce que tout simplement c'est aussi la quantité de poulet? On en mange trop ou pas du poulet? Oui, maintenant on en mange trop, on mange un petit peu trop de viande, quelle que soit la viande aujourd'hui. On a d'ailleurs juste fait un transfert de notre consommation de viande rouge sur la viande blanche, d'une certaine manière, ce qui ne montre pas que nous sommes en train de réapprendre une certaine sobriété en ce qui concerne la consommation de produits issus de l'élevage. Ce qui, encore une fois, ne doit surtout pas être confondu avec sortons de l'élevage et ne consommons plus de protéines animales. C'est juste une question d'être un petit peu plus raisonnable. C'est aussi bon pour la nutrition, sur le plan nutritionnel par ailleurs. Je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vient de dire madame sur le fait que si on a plus de petits élevages, plus de personnes ainsi qui travaillent, plus de petits élevages avec moins d'animaux qui vont donc vivre mieux, autant la qualité de vie que la qualité des produits vont être meilleures. Sauf et c'est cela le débat. Les poulets, non ? Si on en achète un petit peu moins, ce ne sera pas plus cher à l'arrivée. Donc là, c'est justement ce calcul-là, il n'est pas très compliqué. Nous avons, par exemple, chez nous, dans notre ménage, baissé le prix et baissé le coût global de notre consommation de viande et produits issus de l'élevage, tout en gardant une consommation de ces produits et en améliorant leur qualité. Donc vous mangez moins et vous mangez mieux de votre point de vue et ça vous coûte moins cher.
Oui, absolument. Et en plus, on connaît les éleveurs des volailles chez qui on achète les produits parce que c'est aussi l'un des objectifs de reconnecter le consommateur au producteur. Cela est un réel plaisir et en plus, c'est là où il y a vraiment un mot qui manque dans notre discussion sur comment mieux consommer, c'est revaloriser la diversité des pratiques, diversité des savoir-faire, diversité des animaux. Il y a plein de races différentes de poules qui sont fascinantes, chacune en plus est propre à des territoires, donc on peut remettre en plus le territoire dans la discussion. Et là où il y a un gros problème, c'est le fait que ce soit autorisé, encore une fois, de mettre en place de tels bâtiments et de telles structures. On lit l'article, on voit que les normes européennes sur les élevages permettent à cette entreprise belge de mettre en place ce bâtiment. Et là-dessus, il faut absolument que nous devenions plus exigeants et que, dans ce sens-là, nous retrouvons une façon de rémunérer davantage le nombre de personnes et la qualité de l'élevage plus que la taille et donc ne plus permettre ces économies d'échelle. Le commerce aussi fait que malheureusement les économies d'échelle par des grandes usines à l'étranger permettent à flinguer complètement notre propre production. Sauf que donc c'est une souveraineté alimentaire et surtout une qualité alimentaire. Véronique Le Floch, vous-même êtes éleveuse. Si on vient à davantage de petites exploitations avec moins de bêtes, par exemple, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que du coup les éleveurs seront plus pauvres, vont gagner mieux sa vie, j'imagine, quand on vend des milliers de poulets que quand on en vend quelques centaines? Alors, celui qui gagne bien sa vie quand on fait de l'élevage industriel, ce sont d'abord toutes les personnes du para-agricole, puisque un tel projet comme celui du nord de la France, c'est près de 2 millions d'investissements. Ces 2 millions d'investissements, c'est un profit pour la banque, ce sont toutes les entreprises qui vont intervenir dans la construction, et c'est surtout l'intégrateur, puisque dans la volaille, en général, quand on est sur ce type d'élevage, on nous emmène les poussins, on nous emmène l'aliment, et quand ils partent, on fait une soustraction. Et ainsi, on parle de rémunération en marge brute au mètre carré. Donc le bénéfice n'est pas pour les agriculteurs. Et du coup, l'ouvrier agricole qui est dans cet élevage est énorme aussi, il ne gagne pas beaucoup mieux sa vie, voire moins bien que l'éleveur qui serait indépendant avec moins de bêtes. Alors, en général, tant qu'il a des prêts à payer, on s'assure qu'il gagne sa vie plus ou moins. Ensuite, quand les poulaillers sont amortis, généralement, il peut y avoir un peu plus de vide sanitaire, d'oubli et autres. Par contre, il y a quand même un sujet sur lequel on peut échanger, c'est celui des plus petits élevages qui, aujourd'hui, peuvent nous permettre de faire des accès extérieurs pour les volailles, ce qui est très bien, mais avec toutes ces normes de biosécurité, on voudrait qu'on fabrique des jardins d'hiver, ça veut dire qu'on recouvre les espaces de liberté. Donc finalement, ça devient compliqué avec tous ces virus qui sont véhiculés, et malheureusement, en général, ils peuvent l'être avec des camions, et justement, c'est une vraie réflexion que l'on doit avoir pour... mais dans ce cas-là, importer moins, déconfiner, mais importer moins, mais en même temps exporter moins, du coup, Véronique Le Floch. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, on exporte en nous faisant croire que l'on gagne sur le congelé, mais on importe, et certains vous diront, on importe d'ailleurs de Pologne, là où c'est moins cher. C'est faux. Puisque moi, dans mes calculs, j'ai bien observé que les prix d'importation de viande découpée étaient facturés au même prix que nous, on exporte. Le souci vient que nos industriels français sont aussi implantés en Pologne et ailleurs. Donc, ils sont des deux côtés. Donc, ils délocalisent simplement leurs résultats. Henri Landès ? Oui, et on a entendu tout à l'heure que 1% des élevages en France, et il ne faut pas les appeler des élevages d'ailleurs, produit la grande majorité des poules qui sont consommées, que ce soit ici ou à l'étranger d'ailleurs. Cette concentration de l'activité est néfaste sur tous les plans. On a parlé de l'ouvrier aussi agricole qui travaille dans ces bâtiments. C'est pas des conditions de travail très enthousiasmantes. Alors que moi, à ma petite échelle, mais je vois plein d'élevages autour, mais des vrais élevages, avoir un certain nombre d'animaux pour un certain nombre d'humains qui travaillent, mais réduit, ça permet aussi de bénéficier de cette interaction du vivant, c'est-à-dire que les agriculteurs travaillent avec le vivant. À partir du moment où cela est vraiment mis en valeur dans un ratio qui est à taille humaine, si je puis dire, avec une quinzaine de poules par personne, ça c'est vraiment petite échelle, mais c'est le schéma dans lequel nous sommes et c'est un plaisir. Et ça donne envie
par ailleurs à des personnes qui ne sont pas issues du monde agricole de vouloir s'engager dans cette filière et dans ce magnifique métier qui est dévalorisé par des grandes usines comme cette bêtise qui est dans le nord de la France par une entreprise en plus qui n'est pas issue de notre territoire, sans vouloir être chauvin. Oui. Si elle était C'est une venue faire entreprise un belge qui est élevage dans à le taille nord de la France aussi, c'est juste à côté, ils sont presque des voisins, on peut leur reconnaître ça. Oui. Non, mais il n'y a rien contre le fait qu'il y a de la coopération internationale sur le plan économique. Ce que je veux dire, c'est que là, on est clairement dans l'inverse de la souveraineté alimentaire, de la qualité alimentaire, du bien-être animal et dans le bien-être du consommateur au final. Et ça devrait être non seulement inacceptable pour nous, mais aussi inacceptable d'un point de vue législatif. Et je ne sais pas pourquoi on est revenu en arrière sur quelque chose qui avait été acté sur l'interdiction d'ici 2022 sur des nouveaux élevages de poules en batterie, et pourquoi maintenant on a un décret qui permet une souplesse à ce niveau-là. Véronique Le Floch, parlons pour finir de la qualité. Vous êtes vous-même éleveuse, même si ce sont des vaches. Vous nous avez rappelé que la France exportait davantage de poulets qu'elle n'en importait, notamment grâce aux poulets congelés bas de gamme, avez-vous dit. Vous les mangeriez, vous, ces poulets qu'on exporte et qu'on envoie dans d'autres pays du monde ou pas ? Alors, juste pour préciser, on exporte surtout, et là où on est bénéficiaire, c'est le poulet congelé de petite taille. Ce qu'on importe, c'est de la découpe. Alors, en général, la découpe se fait dans du poulet plus lourd. D'accord. Personnellement, j'élève ma volaille, j'ai de la chance d'être à la campagne, et tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui m'attire. L'avantage des vaches, c'est d'être en plein air et de les connaître toutes. Et elles ont chaque jour leurs soucis ou leur bonheur. Mais j'ai toutes sortes de races de poules à la maison. J'ai des œufs et je m'en porte bien. Mais je vous repose quand même cette question parce qu'on a souvent tendance, un peu de manière chauvine en France, à dire nous, on produit des choses formidables et ce sont les Américains ou d'autres qui nous envoient de la malbouffe ou des ingrédients qui sont pas bons et qui sont chimiques ou industriels et qu'on importe. Pour le coup, là, on exporte des petits poulets congelés. Est-ce que c'est bon au moins, Véronique ? Alors, non, ceux-là, je ne les mangerai pas, ça c'est sûr. Je ne les mangerai pas, je ne les élèverai pas, je ne ferai pas ce que je ne veux pas manger. Par contre, les autres poulets, je ne peux pas dire. En général, si on achète à couscous, on aura forcément ce type de poulet. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est dans l'ensemble des éleveurs, 30% en élevage de volailles sont sous forme de label. Donc, il y a quand même une réelle évolution et une prise de conscience de la part des producteurs qui justement veulent changer de... Et justement revenir à des élevages de qualité meilleure en tout cas et permettre justement aux consommateurs d'être informés sur ce qu'ils achètent et ce qu'ils mangent, j'imagine ma chère Véronique. Henri Landès, est-ce que en dehors de la France justement, on a les mêmes problématiques ou est-ce qu'on est assez isolé ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont revenus à un élevage de même taille, à un élevage de taille humaine ? Oui, certains pays qui produisent à plus petite échelle, qui sont davantage encore en interaction avec du rural et de l'urbain, qui sont solidaires entre eux. Il y a en Inde un attachement encore un peu plus fort à l'élevage, un peu plus à taille humaine. Il y a dans plusieurs pays d'Amérique latine un attachement un petit peu plus fort à un rapport humain-animal plus respectueux. Je ne parle pas nécessairement du Brésil où il y a des problématiques de déforestation et l'Argentine, et effectivement je parle plutôt de petits pays en Amérique latine. En Argentine et en Brésil. Effectivement. Et par contre, des pays un petit peu de l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, où on a beaucoup moins modernisé d'un point de vue technologique l'élevage, on retrouve beaucoup plus de fermes qui respectent ou qui sont dans la gestion de cheptels qui correspondent à la taille de ce que peuvent gérer les humains, sans trop de mécanisation, etc. Ça ne veut pas dire revenir en arrière dans les pays occidentaux tels que les nôtres. Ça veut dire prendre ce qui est de bien dans notre savoir-faire technologique, de réinvestir du temps intellectuel dans l'élevage, de réinvestir dans cette magnifique rapport entre l'humain et l'animal pour donner envie à des générations futures de venir et de devenir aussi au moins à mi-temps agriculteurs, parce que la réalité c'est que nous avons besoin de plus de personnes aussi
pour être éleveur. Au moins éleveur en polyculture élevage ou éleveur même à mi-temps. Nous, on est complètement indépendants en eux. Et nous, on n'est pas des éleveurs. On est juste des personnes qui vivent avec cette activité quotidienne d'élevage, etc. Mais c'est pas négligeable. Oui. Si beaucoup plus de personnes et de familles investissent dans cela, ils vont en plus mieux consommer parce qu'on réalise qu'on n'a plus envie de consommer. Et c'est pas difficile d'avoir des poulaillers, même dans les villes. Ça, c'est une idée qui est complètement fausse. On peut très bien avoir des basses-cours dans les centres-villes, dans les zones urbaines, à partir du moment où c'est des conditions bonnes pour vivre et qu'on crée les bonnes, effectivement. Des conditions plus calmes et plus agréables. Après, on va pas se mentir, hein, tous les trois, on est quand même tellement mieux à la campagne, surtout dans ce genre d'univers. Véronique Le Floch, peut-être pour terminer, justement, Henri Landès le disait en un mot, l'agriculture a besoin de davantage de bras, vous confirmez ? Ah, tout à fait. Je suis la première à être confrontée à ce problème. Il est difficile d'attirer des jeunes sur nos exploitations à partir du moment où nous, exploitants, avons du mal à joindre les deux bouts. C'est moins vrai quand on est en bio, et c'est mon cas. Mais il faut une agriculture, toutes sortes d'agriculture, tout le monde a sa place. Et malheureusement, nos écoles, quand les jeunes sortent de ces écoles d'agriculture, on a en gros 1 sur 4 qui s'installent. Les autres vont dans le para-agricole puisque ça rémunère mieux. Et donc, notamment dans des industries ou alors dans des entreprises qui travaillent avec les agriculteurs. Merci beaucoup, Véronique Le Floch, d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, Vraie Voix Sud Radio, éleveuse de vaches à lait, vaches à viande aussi. Vous, dans le Finistère, vous êtes vice-présidente par ailleurs de la coordination rurale. Merci Henri Landès, directeur et cofondateur de la fondation Landestini. Vous étiez en direct, vous, depuis la Haute-Loire. On vous retrouve jeudi prochain pour les Voix de l'environnement de 19h à 19h30. La suite des Vraies Voix qui font bouger la France. Tout de suite, parlons vrai, toujours sur Sud Radio, mais avec les entrepreneurs cette fois. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.